une proposition de loi dénommée sécurité globale qui s'apprête à être discutée en assemblée et qui risque d'avoir des conséquences alarmantes et terrifiantes à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Amal Bentoussi et Maître Chalabi. Alors, j'ai envie de dire, Amal, que après des années de travail énorme, d'une coordination et d'un travail de mise en commun des familles qui commencent à porter ses fruits, puisque les violences policières sont devenues un vrai sujet de société, aussi bien ici que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais en Europe. On a vu les grandes manifestations au moment du décès, de la mort de George Floyd par un policier. Donc au moment où là, on commence à mettre des outils en place, on commence à travailler sérieusement. Il y a David Dufresne qui a fait un travail, comme d'autres, très important de documentation sur les violences policières. Il y a une loi qui viendrait dire « la vidéo, ce sera la police, et vous, victime, ce sera plus rien ». Oui, là on nous coupe l'herbe sous les pieds. Très clairement, ce projet de loi, c'est un objectif implicite, c'est de détourner cette interdiction de filmer les policiers. Nous étions les premiers à appeler à ce que les gens sortent leur caméra et l'utilisent comme arme contre les policiers. Et l'idée nous est venue très récemment, l'idée de cette application, l'application qui s'appelle UVP, Urgence Violence Policière. Parce qu'on est parti du constat que les caméras de télésurveillance, dans la majorité des cas, ne fonctionnaient pas. Les caméras piétons qui sont mises sur les policiers, pareil, comment demander à un policier d'actionner sa caméra quand il va commettre des violences sur un individu ou qui va abuser de ses pouvoirs. Donc là, c'est pas très crédible non plus. Le port du matricule, c'est très compliqué. C'est source à problème. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les personnes filmaient, sortaient leur caméra, elles étaient poursuivies pour outrage et rébellion. Donc nous, ce qu'on a décidé avec les familles du collectif, puisque ce travail-là de la création de cette application, c'est vraiment l'observation et en fonction de tous les témoignages qu'on a pu recevoir depuis tant d'années. Et notamment, je pense à une affaire qui est bien connue de l'opinion publique, c'est l'affaire de Théodore Luaka. L'affaire de Théodore Luaka, il faut le rappeler, nous sommes les premiers à avoir relayé cette affaire. Nous sommes les premiers à avoir reçu cette vidéo et c'est grâce à cette vidéo qu'il y a eu tout un émoi populaire, presque national, concernant cette affaire. Donc, après, il n'y a pas que celle-ci, bien évidemment. Il y a l'affaire d'Amadou Koumé. Amadou Koumé qui est vraiment mort dans les mêmes circonstances que George Floyd, où pareil, il y a une caméra, mais là, c'est pas une caméra de télésurveillance, c'est pas quelqu'un qui a filmé, c'est la caméra du bar où il était. Et c'est ce gérant de bar qui a mis à disposition, avant que les policiers ne s'en emparent, à la disposition de la justice, parce qu'il leur a refusé cet accès. Il leur a menti très clairement, il leur a dit que les caméras ne fonctionnaient pas. Donc c'est aussi grâce à cette vidéo-là qu'il y a des poursuites judiciaires. Pareil pour l'affaire de Théodore Luaka et également dans l'affaire de Cédric Chouviat. Mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je pense à une affaire bien précise à Pantin où on voit un policier mettre des coups de rangers à un individu qui est alcoolisé et qui est au sol. Cette affaire a permis à ce que le parquet s'en saisisse, ouvre une action en justice et à poursuivre ce policier. S'il n'y avait pas eu cette vidéo-là qu'on avait relayée sur la page du collectif Urgence Notre Police Assassine, le parquet avait une toute autre version, la version policière. Donc on en était à la version policière contre celle des familles de victimes ou des victimes elles-mêmes. Donc du coup on s'est organisé, on s'est dit quel outil, comment on peut vraiment, parce que ça a été un travail de longue haleine à réfléchir avec les familles, à s'appeler tous les soirs, mais comment on peut faire et aussi le problème que quand les victimes ou les témoins filmaient, souvent
les policiers prenaient le portable, le cassaient ou effaçaient les vidéos. Et vraiment, ça m'a fait tilt, c'est quand dans l'affaire de Philippe Lefebvre, à Drancy, je crois, et j'avais été rencontrer sa femme et qui m'avait raconté, donc il y avait un jeune homme qui était présent, qui avait filmé, et le policier a réquisitionné le portable et a effacé la vidéo. Et là, je me suis dit, on a essayé de récupérer la vidéo via un logiciel, c'était pas possible. Et donc là, je me suis dit, vraiment, il faut qu'on trouve une solution. Le but de cette application, c'est que les gens la téléchargent, puissent rentrer leur contact mail de façon à ce qu'on puisse les recontacter. Et en cas de témoignage, en cas si vous êtes victime ou témoin, de sortir cette application, de filmer via cette application. Et les images nous sont envoyées directement sur nos serveurs. Donc, dans un premier temps, il y a une analyse qui en est faite. Donc si on constate qu'il y a des violences policières, on rentre directement en contact avec la personne et on essaie de la conseiller juridiquement et de l'accompagner avec notre collectif d'avocats dont Monsieur Chalabi fait partie. Même s'il y a un arrêt brutal de l'application, si le portable s'éteint, la vidéo nous est envoyée directement. Et c'est ça qui change. Et là, le constat qu'on fait depuis qu'elle a été téléchargée, elle a été téléchargée presque 48 500 et quelques fois. Le constat qu'on fait, c'est dès lors que les personnes filment avec cette application, on se rend compte qu'il y a une désescalade de la violence. C'est pas filmé pour filmer, c'est pas filmé pour faire du buzz avec les images, parce que plus personne ne peut nier que les violences policières existent. Dans les quartiers, souvent, les policiers connaissent précisément l'endroit où les caméras de télésurveillance sont placées. Et donc, du coup, on l'a vu pendant le confinement, l'affaire de Yanis, et qui est amené sous un porche de façon à ce qu'on ne voit pas. Et là, heureusement qu'il y a une personne, un témoin, qui a la présence d'esprit de filmer à ce moment-là. Donc, cette application, elle s'adresse à tous, mais elle a été pensée aussi par rapport au constat qui se passe dans les quartiers. Et ceux qui sont visés, premièrement, par l'ordre policier, les Noirs, Arabes, les gens des quartiers populaires, et les Roms, les migrants aussi, hein, puisque cette application elle peut être utilisée, et par les migrants, puisqu'on sait que c'est eux les premiers visés par la répression des forces de l'ordre. Cette proposition de loi, c'est vraiment une réponse, très clairement, parce qu'on a été cité d'ailleurs hein, dans cette proposition de loi, c'est une réponse à l'application. Il y a les manifestations des Gilets jaunes qui ont aussi démontré que, contrairement au récit qui disait que quand on a un problème avec la police, c'est que quand même on a dû faire quelque chose. Là, quand même, il y a des millions de gens qui se sont rendus compte pour qui c'était les premières manifestations, des gens qui sont partis en famille, qui sont arrivés à Paris. Je pense notamment à ce jeune homme qui était chaudronnier. Première manifestation, il a une vingtaine d'années, il y va en famille. Il va repartir sans main, enfin, il va perdre une main. Donc pour des milliers de gens, il y a quelque chose, il y a eu un court-circuit. C'est qu'on s'y sont rendu compte qu'effectivement, on pouvait être victime de violences policières sans avoir rien fait du tout, juste en ayant voulu exercer son droit à manifester, à dire qu'on n'est pas content. Et là, on est de plus en plus, et les personnes dont vous parliez tout à l'heure, ce sont des personnes vulnérables. Et ce qu'il est en train de se passer avec le Covid, c'est qu'on sait qu'on va avoir... on a eu déjà des manifestations de gilets jaunes qui ont été réprimées parce que les gens, il a fallu les faire partir des carrefours, il a fallu leur enlever des mains, il a fallu leur enlever des yeux pour faire peur, parce que c'était vraiment cette idée de faire peur. Il y a aussi un phénomène de criminalisation. On voit que vous, les familles, tout de suite, on va essayer de jeter l'opprobre et rien que le fait de vouloir exercer son droit à filmer et à rendre visible quelque chose, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Hop! C'est vous qui portez atteinte à la police, c'est vous qui avez insulté la police, c'est vous qui avez essayé de blesser la police. Et nous, ce phénomène, en tant que syndicaliste, on le connaît très bien. La criminalisation des mouvements militants, elle existait avant, et puis là on voit qu'elle reprend avec
avec encore plus de force. On annonce des chiffres de chômage qui vont... Là, l'économie est sous coma artificiel. Mais là, on a des plans sociaux qui commencent à arriver. On va avoir des inégalités, en fait, qui vont être... qui le sont déjà, mais là, qui vont être intenables. Il y a des gens qui vont se retrouver... l'indemnisation chômage qui constamment est baissée, les droits qui sont constamment baissés. Donc, toutes ces personnes qui étaient vulnérables et dont peut-être les gens ne se sentent pas tellement concernés. Là, tout ça va s'élargir. Et ce qu'on est en train de nous préparer, c'est de nous dire finalement, de nous enlever déjà des moyens de pouvoir exprimer... De contestation. Ouais. De contestation. Ouais. Ouais. Écoutez, moi, nous, ça fait quelques années qu'on le dit, ça fait quelques années qu'on le répète. Si on n'y prend pas garde, vous serez tous concernés un jour. C'est ce qui s'est passé. J'ai toujours dit, ça fait des années que je répète, que les quartiers ont servi de laboratoire à cette violence, ont servi de laboratoire à cette communication mensongère de la part de certains médias dominants, la criminalisation des familles de victimes à titre posthume. On voit bien qu'on a laissé faire pendant des années. Et qu'aujourd'hui, grâce aux mouvements sociaux et grâce à cette visibilité et grâce à toutes ces vidéos qui ont pu circuler grâce aux Gilets jaunes, l'opinion publique se rend bien compte qu'il y a un problème avec la police. Et qu'aujourd'hui, on a envie de nous faire croire le contraire. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a envie de faire croire à l'opinion publique que des policiers, tous les jours, meurent dans les quartiers. Ce qui est totalement faux. On fait d'une affaire exceptionnelle une généralité. On prend l'affaire de Magnanville. Et en même temps, en 2015, vous avez les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Donc ce sont des chiffres officiels qui émanent du ministère de l'Intérieur, qui stipule que sur 7 policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en 2015, pour 4 d'entre eux, c'est des accidents de la voie publique, et pour les 3 autres, c'est une mauvaise manipulation de leur arme de service. Et aujourd'hui, avec cette communication qui est faite, et on prend cette affaire exceptionnelle, je le rappelle, pour faire croire que des policiers sont attaqués tous les jours dans les quartiers et perdent la vie dans les quartiers ou ailleurs. Si cette loi, elle passe, de toute façon, c'est clair, on est déterminé à continuer le travail qu'on fait. Et je vous appelle à nous soutenir si c'est le cas. Je vous invite aussi à télécharger tous l'application UVP, à être solidaires les uns et les autres, puisque aujourd'hui, c'est plus seulement les quartiers, c'est l'ensemble de la population qui est concernée. Si cette loi elle passe, nous continuerons à diffuser les images de violences policières et à diffuser l'image des policiers sur nos réseaux, de façon à interpeller l'opinion publique, mais de façon aussi à dire à ces policiers qu'il faut qu'ils se soumettent à la surveillance citoyenne, qui nous auront pas comme ça par cette loi. Puisque cette loi, même si elle passe, nous, on demandera, si le contrôle a priori n'a pas été effectué par le Conseil constitutionnel, je sais que l'ONU a condamné cette proposition de loi, si ce contrôle n'a pas été effectué, on pourra l'évoquer en QPC lors d'un procès. Et l'objectif pour nous, c'est pas de s'arrêter là et qu'on nous empêche de filmer ou de nous interdire cette application. Voilà. Donc c'est une façon, quelque part, détournée d'interdire de filmer, parce que ça met le flou dans la tête des gens, puisque les gens n'ont pas accès forcément au droit. Donc tout de suite, quand ils entendent ça, ils se disent, bon, bah, il est interdit de filmer. Les policiers qui connaissent pas forcément le droit non plus vont s'en servir en disant il y a une loi qui est passée, vous n'avez plus le droit de filmer, sachant que maintenant dès à présent on a le droit de filmer avec la fameuse circulaire qui date du 23 décembre 2008, la numéro 8433D. Malgré cette circulaire, on nous empêche de filmer. Donc imaginez-vous avec
cette loi qui viendrait à passer, cette proposition de loi qui viendrait à être promulguée. Donc voilà, donc nous, en tous les cas, pour notre part, on ne baissera pas les bras et on invite vraiment à la rébellion citoyenne. Donc vraiment, ne pas céder et continuer à filmer, que ce soit par l'application ou par d'autres moyens. Mais ce qui est certain, il ne faut pas céder à cette pression. Surtout que notamment concernant la vidéo, je disais tout à l'heure que l'idée c'est que nous en tant que citoyens on puisse plus rien filmer, Ouais. mais par contre l'idée de cette proposition de loi c'est de pouvoir, et c'est ce que la CNIL, auquel la CNIL s'était opposée en disant que le problème de la reconnaissance faciale et de la vidéo en direct, c'est-à-dire que les policiers ils ont leur caméra. Donc tous les moyens vidéo en fait seraient à disposition de la police et de l'État. Et donc il y aurait la possibilité de filmer les personnes en direct. Alors pour ce qui concerne toute action militante, il s'agirait de pouvoir reconnaître en direct les personnes, Oui, d'effectuer un fichage. de vérifier auprès du fichier auquel seule la police a accès et sur lequel personne n'a de visibilité et de contrôle. Pendant le confinement, il y a eu des manifestations qui avaient été faites. Ils avaient utilisé, alors qu'ils n'en ont pas le droit, la vidéosurveillance de la ville pour verbaliser les gens à distance. Donc il y a déjà des dérives. Donc la dernière chose dont on a besoin, c'est d'une dérive de cette ampleur-là de plus. Et l'ONU, elle donne raison à ce que vous dites en termes d'action citoyenne. Elle dit le citoyen a le droit d'avoir une visibilité sur ce que fait l'État. Et que l'État dise que lui est toujours irréprochable, c'est juste pas possible à entendre. Alors peut-être je vais me tourner vers vous. Pour justement en termes de droit. Alors déjà, il faut revenir un petit peu à ce qu'est le droit à l'image et ce qu'on a le droit de faire en termes de droit. En termes de droit, dans l'espace public, jusqu'à aujourd'hui, le droit l'a reconnu, c'est reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation. On a le droit de filmer dans l'espace public n'importe quelle personne. La seule limite, c'est lorsque l'on zoome sur une personne et qu'on utilise le prétexte du domaine public pour se focaliser sur une image en particulier. Ce n'est pas le cas lorsque l'on filme une action policière. Puisqu'on ne filme pas une action, on filme ici des représentants de l'État. Et en tant que représentant de l'État, il ne s'agit pas là de n'importe quel représentant de l'État. Il s'agit de représentants de l'État exerçant ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Ça veut dire qu'on part du principe que cette violence-là, elle est autorisée parce qu'elle se fait en raison de l'affiliation à l'État. Elle peut être entendue, sauf quand elle est, la jurisprudence le dit, pas nécessaire et disproportionnée. Et c'est là où c'est important, en réalité, de pouvoir filmer les actions policières. C'est important de pouvoir les filmer, mais c'est aussi important de pouvoir les diffuser. Pourquoi c'est important de pouvoir les diffuser? Et c'est le reproche qu'on fait généralement, c'est de dire « oui, vous aurez toujours le droit de filmer, ce que vous n'aurez plus le droit de faire, c'est de diffuser ». Ce n'est pas une bonne solution, pourquoi? Parce que en tant que citoyen, et au-delà même de ça, en tant que personne vivant sur le territoire national français, on a un droit de regard sur le fonctionnement des services publics français. Tout comme les tribunaux sont par principe publics, on a le droit d'y aller, n'importe quel citoyen a le droit d'aller dans n'importe quel tribunal et voir comment la justice de son pays est rendue. Parce que c'est un service public de l'État, hors exception. De la même manière, pour des actions policières, puisqu'il s'agit là de représentants de l'État, n'importe quel citoyen a un droit de regard. Et cette publicité, c'est justement ce qui permet le contrôle citoyen. Autrement dit, en nous interdisant de diffuser ce que l'on nous annonce, ce n'est ni plus ni moins l'interdiction de contrôler un service problématique de l'État. En fait, c'est quelque chose d'assez simple dans la compréhension, c'est que l'État reconnaît avec cette loi ses propres lacunes, ses propres carences. Il annonce clairement qu'il est dans l'incapacité de résoudre un problème institutionnel qui est celui des violences policières. Et c'est un aveu de faiblesse de sa part. Et c'est un aveu de faiblesse extrêmement flagrant. D'autant plus que le fait de filmer et de diffuser, c'est juste la seule arme passive citoyenne dont les citoyens et dont la population ont l'outil. Et voilà, qu'ils peuvent utiliser. Leur dire votre seule arme, qui ne cause en réalité aucun tort, et dont le seul but est la manifestation de la vérité, on vous l'enlève. Ceci, à mon sens, c'est précisément ce qui relève d'une atteinte disproportionnée et non nécessaire à un droit qui pourtant est fondamental, c'est celui d'informer. Et la liberté d'informer, ce n'est pas simplement un droit conféré aux journalistes,
à informer telle ou telle personne. La liberté d'informer, c'est la possibilité pour n'importe quelle personne. Alors certes, c'est un droit et une liberté accrue pour les journalistes, mais c'est un droit qui est aussi effectif pour n'importe quelle personne qui souhaiterait informer la population. Et c'est pour ça qu'à mon sens, encore une fois, c'est une proposition de loi qui porte une atteinte manifestement disproportionnée à nos droits et libertés. Là où je veux en venir, c'est que j'ai le sentiment que l'État, dans sa carence et dans son incapacité à gérer des problèmes qui existent depuis plus de 50 ans, ne fait ni plus ni moins que cacher la poussière en dessous du tapis. C'est ce qu'elle fait actuellement. Et comme je le disais, c'est un aveu de faiblesse de sa part. La quadrature du net, elle parle aussi notamment, c'est pour ça que je rebondis un peu sur ce que vous disiez, de la stratégie que l'État a choisi de mettre en place, notamment en termes de manifestations, qui parle de stratégie en fait de l'affrontement. C'est-à-dire que le fait que les forces de police viennent aussi près, elles viennent au corps à corps, alors qu'il y a d'autres stratégies qui existent pour encadrer des manifestations. Et ces stratégies qu'ils ont choisies, c'est celle qui est la plus violente, qui a fait des blessés. Enfin, on est face à des phénomènes qu'on n'avait jamais vus avant, alors qu'on a en même temps une police qui est suréquipée. Enfin, je veux dire, si on prend le policier de mai 68 et le policier d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais ça vient en réponse à des demandes très fortes des syndicats policiers qui disent qu'ils sont jamais assez armés, ils n'ont jamais assez de flingues. Enfin voilà, il y a cette espèce de demande qui ne répond pas d'ailleurs au problème du suicide dans la police. Parce qu'eux, ils sont comme n'importe quel service public, soumis à des restrictions budgétaires, à des conditions de travail. Alors la seule chose qui peut les consoler, c'est de traiter aussi mal les gens qui sont en garde à vue que eux-mêmes sont traités dans leur commissariat ou qui sont sales et lugubres. J'aimerais juste attirer votre attention sur un point en particulier. Vous avez parlé, il est vrai, de stratégie d'affrontement. Il s'avère qu'avec cette proposition de loi, si elle devait être adoptée, en plus de cette stratégie d'affrontement, viendrait s'ajouter également une stratégie juridique au soutien de cette stratégie d'affrontement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'avère qu'en droit français, il suffit simplement, et il me semble que c'est au titre de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, qu'il faut simplement pour un policier une raison plausible de soupçonner que vous avez commis une infraction pour vous placer en garde à vue. Tout ce qu'il faut pour placer en garde à vue de quelqu'un, c'est une raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction. Rien de moins que ça. On ne parle pas de preuve, on parle de raison plausible. C'est très ténu. Ça veut dire que sur la simple décision d'un officier de police judiciaire qui vous soupçonnerait de ça, un simple soupçon suffit, vous seriez placé en garde à vue pour au maximum 48 heures, dans le principe. Ça veut dire qu'avec cette loi, puisqu'elle condamne les personnes qui commettraient une telle diffusion malveillante à 1 an d'emprisonnement, le fait que cette loi condamne à une peine d'emprisonnement, cela pourra permettre aux policiers de vous placer en garde à vue en vous disant « je vous soupçonne de diffuser sur Internet sans cacher mon visage, ça justifie mon acte de vous placer en garde à vue, ça justifie ma saisine, 48 heures sont passées, vous êtes déféré devant le procureur, vous attendez votre jugement, en attendant vos biens sont quand même saisis et vous ne pouvez pas exercer votre liberté d'informer. » Voilà la véritable conséquence que peut avoir cette proposition de loi. C'est simplement la légitimation dans l'exercice des pouvoirs tels qu'ils sont actuellement et admis par le Code de procédure pénale, le musellement strict et simple de votre droit à informer le public. Et c'est pas bien compliqué à justifier. Et il n'y aura pas de nullité. Et quand bien même on soulèverait une prétendue nullité, ou on soulèverait la QPC de la loi, eh bien ce sera trop tard, 6 mois se seront écoulés. Que voulez-vous informer après 6 mois? Il n'y a plus rien à informer. Si on veut informer, c'est dans l'instant. Et c'est ça le risque. Voilà pourquoi l'ONU condamne, voilà pourquoi tout le monde condamne cette proposition de loi, parce que ses conséquences ne se limitent pas qu'à la simple diffusion malveillante. Les conséquences pratiques, elles, et officieuses, sont beaucoup plus larges et beaucoup plus dangereuses. On est d'accord. Voilà, nous, on continuera le combat qu'on mène depuis des années, quitte à être interpellé, quitte à être mis en garde à vue, quitte à faire de la prison, s'il le faut. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas laisser passer cette loi. Ça, c'est clair et net. Et qu'il faut que les gens qui se sont indignés concernant la mort de George Floyd, parce que c'est aussi ça, la liberté d'informer. S'il n'y avait pas eu ces images-là dans l'affaire de George Floyd,
Ça a ému le monde entier à l'international et ici en France. Donc là, c'est nos propres droits à nous qui sont atteints. Donc j'en appelle à tous ceux qui se sont indignés pour la mort de George Floyd à s'indigner encore plus fort. Je sais que c'est compliqué, on est dans une situation compliquée où il y a l'état d'urgence sanitaire, que les gens sont préoccupés par autre chose. Mais tout ça, c'est pas anodin que cette loi arrive dans ce contexte-là. C'est des droits qu'on a acquis et qu'il ne faut pas qu'on perde, parce que là, c'est une porte ouverte à toutes les dérives. Alors que c'est déjà le cas, mais là, je peux vous dire que on change de pays, quoi. Oui, on est d'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Donc, il y a aussi la possibilité de joindre les députés. Il y a le site de la Quadrature du Net. Si je peux me permettre juste de rajouter une dernière chose, c'est le fait que si une loi passe, elle n'en est pas nécessairement légitime et elle n'en est pas moins attaquable. Et comment on attaque une loi? C'était comme le disait Amal Bentounsi, c'est en déposant des QPC au cours d'un procès, en saisissant nous-mêmes, c'est un droit qui nous est donné, en saisissant nous-mêmes au cours d'un procès le Conseil constitutionnel, en faisant ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité, mais aussi, et ça nous est permis, faire un contrôle qu'on appelle de conventionnalité. Autrement dit, opposer la loi aux conventions internationales. Et je pense notamment à la Convention européenne des droits de l'homme. Autrement dit, même si la loi devait passer, les issues ne seraient pas bloquées pour autant. Et moi j'invite, et c'est ce que je ferai aussi, à la désobéissance civile s'agissant spécifiquement de cette loi. Puisque les recours, à mon sens, seraient bien fondés et qui tendraient vers une inconventionnalité, voire même une inconstitutionnalité de la loi.